Bonsoir à tous, bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. Content, heureux de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette première édition de la semaine du point sur l'actualité. Nous sommes le lundi 12 février 2024 et ce soir dans le cadre de cette émission, nous reviendrons sur la suppression du droit du sol. Vous l'aurez compris, nous sommes du côté de Mayotte, quelques heures seulement après la visite du ministre français de l'Intérieur. Il s'agit bien sûr de Gérald Darmanin. Cette annonce forte qui a été faite, notamment celle, entre autres, qui pourrait éventuellement paraître surprenante, une mesure censée, notamment, entre autres, mettre un terme à une situation sociale et sécuritaire explosive. Il s'agit de la suppression du droit du sol. En des termes plus clairs, il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas enfant de parents français. Cette mesure qui s'applique uniquement à Mayotte interroge bon nombre d'observateurs. Pourquoi, entre autres, Mayotte fait-elle aujourd'hui office d'exception? Quelles sont les conséquences qui peuvent notamment découler de la mise en application de cette mesure jusqu'ici jugée de controversée? Et bien sûr, la troisième interrogation qu'on se pose ce soir dans le cadre de cette émission de For You, ou du moins du point sur l'actualité, est celle de savoir en quoi cette mesure va-t-elle changer, voire améliorer le cadre de vie des Mahorais. Tout ceci aux côtés notamment de nos invités de ce soir. En deuxième partie de cette émission de point sur l'actualité, nous reviendrons sur l'espace aérien du Niger qui est dorénavant fermé aux vols en provenance ou à destination du Nigeria, comme annoncé par un document publié par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, qui gère notamment les opérations de navigation aérienne pour les États membres. Ces restrictions n'affecte pas les vols commerciaux qui survolent l'espace aérien du Nigeria sans s'y poser, précise d'ailleurs le document. Et la mesure en elle-même fait suite notamment à la fermeture similaire par l'agence de gestion de l'espace aérien du Nigeria de l'espace nigérian aux vols commerciaux en provenance ou à destination du Niger, conformément notamment aux résolutions de la CEDEAO appliquées dans le cadre des sanctions infligées au Niger depuis le coup de révolution du 26 juillet 2023. D'où cette autre interrogation ce soir dans le cadre de cette émission. Jusqu'où ira, du moins jusqu'où peut aller justement cette escalade observée entre le Niger et le Nigeria? Élément de réponse à suivre dans un court instant aux côtés de nos invités. Nous avons l'antenne du côté du Caire en Égypte où nous attend bien installé, confortablement installé, Omar Amadou Issoufou, Didier Penda. Bien le bonsoir à vous très chers messieurs. Bonsoir monsieur Baudelaire Nguéné, bonsoir à tous mes co-panélistes, bonsoir aussi Est-ce qu'il nous reçoit, Omar Media Africa, pour tout ce que vous faites. Vous me recevez? Nous n'avons pas le retour d'Omar. Est-ce que votre micro est activé, Omar? Voilà, allez-y. Est-ce que vous me recevez? Oui, nous vous recevons. Cette fois, c'est parfait. Allez-y. Parfait. Donc, merci, monsieur Baudelaire Nguéné, de m'avoir invité. Merci à tous mes copanélistes et merci aussi à For You Media, à toute l'équipe qui œuvre, en tout cas, pour des informations non censurées et l'éveil de conscience pour ce combat panafricaniste. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Merci à vous, Omar Amadou Issoufou, Didier Penda, en direct du Caire. Vous êtes en Égypte, plus précisément. Alors, également, ce soir, sur Zoom, nous retrouvons M. Mamadi Amdali. Voilà, j'espère prononcer correctement votre nom. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du CIDISCOM, le collectif de défense et de l'intégrité de la souveraineté des Comores. Vous êtes localisé du côté de Paris. C'est un plaisir pour nous de vous avoir ce soir dans le cadre de cette émission de Point sur l'actualité. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir et merci de me recevoir à cette émission. Bonsoir aux panélistes, bonsoir à l'audience africaine, panafricaine de l'Afrique et de ces îles-là. Voilà, merci à vous, très cher monsieur. À nos côtés, mais cette fois en présentiel, le doyen est avec nous, le consultant permanent de cette émission de Point sur l'actualité. C'est un plaisir de démarrer une fois de plus la semaine à vos côtés, doyen. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir Baudelaire Nguéné, le prince de Matombe, c'est au Cameroun, en Afrique centrale. Bonsoir à mes amis qui interviennent depuis Zoom, depuis le Caire, depuis Paris.
Je crois que les thématiques que nous abordons aujourd'hui sont des thématiques qui sont au cœur de l'actualité panafricaine aujourd'hui. Et quoi de plus important que d'inviter deux frères qui sont devant les feux des projecteurs dans leurs pays respectifs pour cette actualité brûlante, et nous leur disons merci. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs, millions de téléauditeurs, ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui nous écoutent à travers leurs postes radio, et c'est une très très bonne chose. Et j'espère tout simplement que, une fois de plus, nous serons à la hauteur des enjeux en ce qui concerne le décryptage de ces différentes thématiques. Merci pour cette invitation. C'est nous qui vous disons merci. Patient parfait d'homme. La mesure, elle est radicale, telle que d'ailleurs relevée par le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. La mesure est qualifiée de forte radicale et de nette. L'exécutif français annonce mettre fin au droit du sol à Mayotte. La raison avancée, la volonté justement d'apporter une réponse efficace à la crise migratoire et à une situation sociale et sécuritaire explosive. Alors, au sein du CIDISCOM, nous connaissons parfaitement l'intérêt que vous portez à la question de Mayotte, M. Mamadi Amdali. Alors, à votre niveau, comment vous appréciez cette mesure qui a été prise en attendant bien sûr le tour, ou du moins en attendant que le Parlement ne puisse justement se prononcer sur la question? Comment vous appréciez cette mesure dont la procédure reste jusqu'ici complexe et une mesure jusqu'ici vivement critiquée, notamment du côté de la France? Alors, quelle est l'appréciation que vous faites particulièrement de la suppression du droit du sol tel qu'annoncé justement par le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin? Oui, parfait. Donc, vous l'avez signalé, la mesure, elle n'est pas encore effective, c'est un projet. Et elle est annoncée dans un cadre de propagande médiatique de Gérald Darmanin, qui était donc de passage dimanche dernier, où il fait cette déclaration dans un contexte précis, à savoir qu'il y a des soulèvements de part et d'autre, soulèvement d'une partie de la population mahoraise en raison de la montée des violences. Et donc, Gérald Darmanin croit rassurer les populations en disant que la faute, c'est à l'immigration. Donc là, c'est la politique migratoire, on va en dire quelques mots tout à l'heure. Et donc, de ce point de vue-là, cette mesure permettrait de stopper à la racine l'immigration. Et donc, il dit que dans son raisonnement simpliste, violence ou délinquance égale migration. Soit dit en passant, il disait la même chose en France métropolitaine, comme on dit. On va vous rassurer, il y aura moins d'immigrés, donc la violence va diminuer. Et donc, c'est prendre les gens pour des enfants. Mais la population mahoraise qui a réclamé des mesures d'un État pour les protéger de la violence ne peut pas croire un seul mot de l'efficacité d'une telle mesure. Maintenant, à notre audience africaine, nous dirons que il faut préciser le contexte. Il s'agit d'un contexte de colonisation, puisque l'île comorienne de Mayotte est sous occupation illégale par l'État colonialiste français, qui va donc venir faire croire que il faut vider cette île des personnes, à savoir des Comoriens des autres îles, mais pas que. Il y a aussi des immigrés qui viennent des Grands Lacs. Il faut les vider de cette présence-là pour avoir la paix. Donc, je rappelle juste que c'est depuis 1975 que les Comores sont indépendantes, indépendance reconnue sur les 4 îles, dont l'île comorienne de Mayotte, reconnue donc par toutes les instances internationales, et que l'État colonialiste français s'est imposé
a imposé un référendum en 1976 en disant, en gros, le raisonnement, c'est que je veux vous dire que comme les Mahorais, les habitants de Mayotte, n'avaient pas voté majoritairement pour l'indépendance, eh ben, ils vont vous dire qu'ils préfèrent rester français. Donc, c'est une colonisation par la force pour occuper, pour des diverses régions. On aura l'occasion un jour de les détailler. Il y a beaucoup de raisons, mais en tout cas, c'est des raisons impérialistes d'occupation de l'espace comorien, de présence dans l'océan Indien, de type géopolitique. Voilà. Et donc, les Mahorais n'en croient pas un mot. Il faut dire quelque chose sur l'origine de ces violences, de quoi il s'agit. On nous parle de collectifs de forces vives qui sont à l'œuvre pour enrayer la montée de la violence. Donc, eux, ils font des barrages pour se faire remarquer. Et donc, ils font appel à la protection par l'administration en présence à Mayotte, à savoir l'État français. Et ils demandent à ce que l'État intervienne pour protéger les gens. Or, cette violence, certes, depuis quelque temps, elle est en forte croissance et de manière tragique. Et il faut appeler toutes les bonnes volontés pour trouver des solutions sociales pour que ça diminue, que ça cesse. Mais c'est là, et c'est pour nous inhérent à l'état même de la colonisation. Parce que on parle de jeunes, par exemple, ce qu'ils appellent des bandes criminelles. Il s'agit ici de jeunes qui sont organisés dans un mode de survie parce que leur situation est très difficile à Mayotte. Leur vie est très difficile à Mayotte. Pourquoi? Est-ce que vous me recevez? Caméra, parce qu'on a l'impression que la caméra a été désactivée, Monsieur Mabadi. Ok. Oui, il y a eu un souci, un appel entrant sur l'appareil. Voilà, donc, allez-y. Je voudrais reprendre. Quelle est l'origine de cette violence? Pour nous, elle est inhérente à la colonisation. Parce que dans la courte séquence historique depuis l'indépendance, donc en même temps des Comores, en même temps la séparation de l'île de Mayotte, au début, on n'avait pas de problème de circuler librement dans l'archipel jusqu'à ce qu'on instaure un visa, ce qu'on appelle le visa Pasqua-Balladur, qui impose à ce que les Comoriens des autres îles doivent prendre un visa pour se rendre à Mayotte. Et donc, on a un problème, un problème qu'on enregistre, c'est que ne pouvant pas se rendre à Mayotte pour diverses raisons, les gens ont pris des kwassa-kwassa. Donc, c'est un peu les boutres qui vont échouer, toute proportion gardée, qui vont échouer dans la Méditerranée. Donc, on échoue dans un petit espace de 70 km². Il y a eu beaucoup de morts. Maintenant, on ne les compte plus. On a dépassé les 30 000 en l'espace de moins de 40 ans. Deuxièmement, comme on veut vider Mayotte de toute résistance à la colonisation, on veut repousser notamment ceux qui sont ressortissants des autres îles. Et donc, on attrape, c'est la politique migratoire, il l'applique sur le département en tant que département. Donc, depuis que ces départements 2009 et 2011, déclarés par... voilà, c'est déclaré unilatéralement. Eh bien, comme il faut repousser ces gens-là à l'extérieur, on a donc des forces, ce qu'on appelle les PAF, les polices frontières, qui vont renvoyer à tour de bras. On compte environ 70 par jour. Donc, ça nous amène entre 20 000 et 25 000 expulsions. Donc, c'est le record au niveau de l'espace administré par l'État français. C'est le record des expulsions. On expulse à tour de bras. On expulse des adultes qui étaient en famille.
et on les expulse et parfois leurs enfants sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils n'emportent pas leurs enfants. Ce qu'on appelle les enfants abandonnés, isolés. Et donc ces enfants qui grandissent dans les rues, ben, ils sont en mode survie et c'est les camps de jour. Donc pour conclure ce premier point, c'est que Gérald Darmanin a déjà annoncé il y a un peu moins d'un an, en avril 2023, qu'il lance une opération Wambushu avec 3 objectifs. Le premier, c'est de stopper l'immigration. Le deuxième, c'est de raser les bidonvilles, parce que ça fait malpropre pour un département français. Et le troisième, c'est lutter contre la délinquance. Pour l'immigration, donc, ce qu'il a voulu faire, c'est qu'il voulait en 3 mois expulser environ 20 000 personnes. Donc là, c'est un demi-échec de sa part, parce que les expulsions, il y a quand même la loi française qui s'impose là-bas. Il y a eu des procédures qui ont pu entraver, sans compter le fait que l'État comorien avait réagi au début en disant « vous n'allez pas vous envoyer les personnes comme ça, voilà, on n'est pas prêt à les accueillir. » Deuxièmement, pour ce qui est des bidonvilles, je vous rappelle qu'il y a eu des enfants isolés qui grandissent dans la rue et qui ne sont pas éduqués, qui n'ont pas de travail. Le taux de paupérisation à Mayotte, c'est de l'ordre de 70%. Et donc, encore moins les gens livrés à eux-mêmes ne vont avoir de moyens de survie. Et donc, c'est eux qui se sont établis dans les bidonvilles. Depuis 20, voire 30 ans maintenant, l'État, le seul administrateur là-bas, donc par l'État français, et c'est, on va dire, et les gens qui les relayent sur place, ils l'ont vu, ils le savaient, et ils ont laissé faire. Et au dernier moment, pour faire une campagne politique d'extrême droite, eh ben, ils veulent les virer. Et troisièmement, on parle de délinquance, comme c'est la même population qui est en mode survie, donc maintenant on n'en veut pas. Je dis au passage d'ailleurs qu'on a monté une partie de la population contre ceux-là qui ne sont pas en situation régulière. Et donc là, on a monté la société en 2 camps qui s'affrontent. Et donc, on a la mise en scène est la suivante. Ce qu'on appelle le collectif des forces vives, c'est les habitants de Mayotte qui ne veulent pas être mélangés à des gens en situation irrégulière. Ils font des barrages pour se faire remarquer, mais auparavant, d'ailleurs, ils vidaient les gens de leurs habitations. Ils vidaient les gens de leurs habitations sous le regard quand même, on va dire, complice des forces de l'ordre sur place. D'accord ? Et donc, aujourd'hui, avec l'opération Wambushu, première phase, Wambushu 1, qui a dû s'arrêter puisqu'on a envoyé des forces militaires, on a envoyé les RS-8, en tout cas en force là jusqu'à l'été 2023, ils n'ont plus les procédures judiciaires, les objectifs n'ont pas été atteints. La même population qui est livrée elle-même, elle est toujours là, et donc il se trouve que la violence s'est accrue. Il faut savoir qu'il y a une crise économique grave. C'est un département, ils disent que c'est le plus pauvre parmi les départements français, mais pas seulement ça, il y a quand même quelque chose de terrible, c'est que quand on occupe les gens pour des raisons de respect du droit humain, on doit quand même veiller à la survie des gens. C'est un département où il manque de l'eau, où il manque les denrées alimentaires de base. Et donc, tout le monde est affolé. Et donc, on va nous divertir en disant que oui, il y a de la violence par des bandes
qui se battent à coups de cailloux avec les forces de l'ordre, les gendarmes. Et puis, il y a d'autres citoyens mahorais qui en ont marre parce que ces violences-là les atteignent jusqu'à leur domicile. Mais voilà un responsable politique de l'État français qui arrive et qui dit « Ok, je vais créer une mesure, je vais la faire passer et comme ça, vous serez tranquille, vous aurez moins d'immigrés. » C'est juste de l'enfumage et c'est juste cynique. Ça veut dire que ce Gérald Darmanin qui a échoué par rapport à sa propagande politique personnelle sur une opération inhumaine jusqu'à l'été 2023, veut rebondir aujourd'hui avec une autre propagande, avec de l'enfumage, pour soi-disant calmer les esprits. Et pour conclure mon propos, c'est que Darmanin vient avec une mesure d'extrême droite qui est contre la Constitution. Il va falloir qu'il passe en force pour introduire ce type de loi dans la Constitution. Dans une république, mécaniquement, il ne peut pas le faire sans passer par un référendum. Donc, c'est quelque chose qui est loin de rentrer dans la réalité, mais il aura réussi sa propagande de division des populations et d'exacerbation de cette même violence entre deux camps qui s'affrontent parce que ça fait sa politique. Il faut savoir que Mayotte, aux dernières présidentielles, ils sont électeurs français. C'est Marine Le Pen qui passe largement en tête. Et quand quelqu'un comme Darmanin veut gratter des voix, là, dans le même espace, quelques milliers de voix, eh bien, il veut venir se montrer le plus d'extrême droite, puisqu'ils ont conditionné cet espace. Merci à vous. Voilà, merci à vous pour ce premier jet, M. Mamadi Amdali, sur la question. Omar Issoufou, est-ce qu'au regard justement de ce tableau qui est peint, on parle quand même d'une situation difficile du côté de Mayotte, on est revenu sur la crise de l'eau qui frappe de plein fouet Mayotte. Aujourd'hui, on parle de la pauvreté, entre autres, des disparités qui sont observées au sein de la société. Est-ce qu'on a l'impression justement qu'il s'agit d'une manœuvre de diversion et que l'État français est en train de se détourner des véritables priorités du peuple mahorais aujourd'hui en nous brandissant cette fameuse suppression du droit du sol? La parole. Oui. Vous me recevez? C'est vous qui intervenez. Donc, merci beaucoup pour cette question qui est importante. C'est M. Omar Issoufou, M. Mamadi. Ok. Voilà. Très bien. Allez. Voilà, donc là, vous me recevez? Oui, nous vous recevons parfaitement. Allez-y. Parfait, parfait. Merci de m'avoir donné la parole. Et voilà, vraiment, je compatis à cette douleur donc, du peuple voilà, de Comores, de Mayotte, plus précisément. Et si nous constatons la réalité aujourd'hui à Mayotte, il n'a pas eu en tout cas de responsabilité. La France fuit toujours sa responsabilité. La France n'a jamais assumé sa responsabilité où qu'elle soit. Le peuple aujourd'hui à Mayotte, il y a combien d'habitants? Il y a combien de millions d'habitants? Il n'y a même pas 5 millions d'habitants, il n'y a pas 3 millions, il n'y a pas 10 millions, ce n'est pas des millions d'habitants. C'est quelque chose, des problèmes sociaux qui sont là aujourd'hui, qui minent la société. Et vous voyez, la France est en train de saisir cette opportunité pour affaiblir de plus ce peuple dit, le peuple mahorais, et vouloir diviser les pays comme ils sont en train de le faire. Parce que la France n'a jamais une responsabilité. La France a toujours utilisé, c'est-à-dire le système de diviser pour mieux régner. C'est-à-dire, aujourd'hui, le Mayotte, c'est-à-dire, eux, ils doivent, c'est-à-dire la France les doit. La France les doit, mais la France fuit cette responsabilité et essaie aujourd'hui de les incriminer et comment on appelle, de les accuser d'une situation que la France elle-même est responsable. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe là-bas. Regardez comment est-ce que le peuple souffre. Le peuple a besoin d'aide. À chaque fois, la France est...
Pardon? Allez-y, Omar Issoufou, allez-y. Vous avez la parole. Parfait. Donc voilà, c'est comme je l'ai dit, il faut que les gens arrivent à comprendre. La France est en train de continuer dans une délire diplomatique, dans une délire politique, est en train de cautionner les crimes. Et c'est elle-même qui perpètre aujourd'hui des crimes. Nous reviendrons sur le signal avec notamment, entre autres, un petit problème de réception, mais de toutes les façons, nous avons l'essentiel de ce que vous disiez, Omar Amadou et Issoufou, sur le déni de la France face notamment à ses responsabilités du côté de Mayotte. Doyen patient parfait d'homme. Les objectifs recherchés sont clairement affichés par le gouvernement français. Gérald Darmanin les a déclinés. Il y a une crise migratoire, selon la France, aujourd'hui du côté de Mayotte. Il faut apporter une solution efficace à cette crise migratoire. À côté de cette crise migratoire, on parle d'une situation sociale et sécuritaire explosive du côté de Mayotte. Il faut donc des solutions adéquates à ces problèmes clairement qui se posent. L'une d'elles, relevée par l'un de ces solutions, c'est la suppression du droit du sol, celui qui donne automatiquement la nationalité française à toute personne née du côté de Mayotte aujourd'hui. Mais ce qui paraît beaucoup plus surprenant, c'est que cette mesure s'étend uniquement du côté de Mayotte. D'où cette question, pourquoi Mayotte? Tout simplement. Deuxième volet de ma question, quelles sont les conséquences qui peuvent découler justement d'une mesure aussi controversée que celle-là? D'abord, je salue Omar et Mabadi, mes deux amis du côté de Zoom là-bas. Oui. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le développement de notre frère Mabadi, qui représente le peuple comorien dans sa globalité, et spécifiquement aujourd'hui l'île de Mayotte, qui subit une fois de plus cette politique coloniale de la France, cette politique en fait de ce choix qui a été porté à Mayotte parmi toutes les autres îles comoriennes pour sa position hautement géostratégique dans ce vaste océan Indien. C'est tout. L'intérêt de Mayotte pour la France n'était nullement ni pour les populations mayoraises, ni pour le bien-être de ces populations, ni pour essayer de donner de la dignité à ces populations. Et vous voyez très bien, ils ont très rapidement commencé, parce qu'en réalité, ce n'était pas dans leur objectif, de donner une certaine dignité, un sens de l'honneur à ces populations mayorais. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils leur disent, vous savez, si vous avez des problèmes de sécurité aujourd'hui, si vous avez des bandes organisées qui sèment l'insécurité au niveau de votre pays et de votre espace, c'est tout simplement parce qu'il y a des clandestins venus des îles de Comores qui veulent envahir votre espace. Ils ne sont pas français et c'est eux le problème. Nous sommes un peu dans la théorie du plombier polonais. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes, la France est incapable de les résoudre dans un espace qu'il a occupé illégalement. C'est une colonisation véritable. Cette incapacité de la France à ne pas accepter que les Comoriens ont le droit, n'est-ce pas, de disposer d'eux-mêmes. Ils choisissent une île. Cette île a une position géostratégique hautement importante. C'est le seul intérêt que la France porte à cette île-là. Peut-être on peut y ajouter des dimensions d'ordre, j'allais dire touristique. Peut-être il faut débarrasser cette île de tout ce qu'ils appellent les bidonvilles. Peut-être que ces bidonvilles occupent des positions stratégiques qu'on aurait bien aimé exploiter demain ou bien plus tard pour en faire de l'industrie touristique. Donc il y a tout ça. Mais c'est qui est écœurant dans l'affaire. C'est qu'on voit que, d'une part, la France essaie de créer un narratif en essayant de contenter ceux qui sont mahorais et qui sont de nationalité française. Il y a une forme de division qu'on essaie de créer aujourd'hui du côté de Mayotte. Évidemment, en leur disant, vous avez tous ces problèmes, c'est tout simplement parce qu'il y a une migration illégale. Il y a ceux qui arrivent illégalement. Voilà, et qui en réalité, d'abord, ne permet pas à cette île de pouvoir subvenir aux besoins fondamentaux, n'est-ce pas, de suivi au quotidien des populations que vous êtes. Mais deuxièmement, ils y ajoutent de l'insécurité. Mais comment on peut comprendre qu'un pays comme la France, un pays aussi important comme la France, qui viole même les statuts internationaux de l'ONU en occupant cette île-là,
soit dans l'incapacité de fournir même de l'eau potable à ses propres populations. Il y a un problème. C'est de l'hypocrisie au point, tout simplement. Exactement comme la France traite ses propres bidonvilles dans ses propres villes, dont quelqu'un, je cite M. Sarkozy, avait estimé qu'il faut nettoyer au Karcher. Voilà les mêmes solutions, mais avec d'autres mots, que M. Darmanin essaie d'appliquer à Mayotte, mais cette fois-ci avec encore beaucoup plus d'hypocrisie, n'est-ce pas, avec des éléments de langage à la fois politique qui sont d'une hypocrisie hors norme. Et là se pose le véritable problème des intentions de Paris quand ils occupent un espace comme celui-là. Quand les Comoriens se battent en disant il faut absolument que Mayotte appartienne de nouveau à l'entité comorienne, la France dit non, c'est une île française et plus jamais elle ne va retourner dans, n'est-ce pas, le grand regroupement de ces archipels comoriens. Mais maintenant, faites donc le nécessaire pour qu'au moins les Mahorais soient dans des conditions adéquates qui leur permettent de savoir qu'eux aussi font partie de la République. Non. Il n'y a pas de réponse aux besoins aujourd'hui. C'est une véritable ségrégation, cher ami. C'est une véritable ségrégation. Ce qu'on ne permettrait pas, qu'on ne peut pas accepter qu'elle puisse se produire en termes d'encadrement des populations, en termes de capacité de l'État, n'est-ce pas, à subvenir aux besoins fondamentaux et primaires de ces populations, comme c'est le cas, bon, maintenant, entre guillemets, mais disons quand même le cas, au niveau de la métropole. Voilà qu'on laisse fleurir de pareilles inégalités, de pareilles attitudes de rejet en réalité de ces populations-là, mais en créant davantage encore des divisions comme cette division qui essaie de faire porter le chapeau aux autres populations qui... Alors la suppression du droit du sol n'est pas la solution aujourd'hui, passé en référendum. D'abord, c'est un non-sens. Au regard du contexte qui prévaut du côté c'est un non-sens, cette suppression du droit du sol. Parce que je vous le dis... Ils n'auront plus toutes les personnes qui vont, ou du moins, pour avoir la nationalité française, désormais du côté de Mayotte, il faudrait que vous ayez des parents français, nécessairement. Non, il faut qu'il arrête d'abord ce mensonge. La plupart des gens de ces îles qui vont du côté de Mayotte, ce n'est pas surtout pour avoir la nationalité française. C'est pour qu'on leur donne la pleine capacité, la liberté de circuler dans ces différentes îles, comme ces populations l'avaient toujours fait auparavant, avant que la France n'impose, n'est-ce pas, ces lois d'apartheid raciste que nous voyons au niveau de Mayotte aujourd'hui. Et la bataille continue pour que Mayotte revienne, n'est-ce pas, à l'ensemble comorien. Donc, ce n'est pas une question de nationalité française ou pas. Mais maintenant que la France a dit que Mayotte appartient à la France, il faut qu'elle assume. Il faut qu'elle assume. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, parce que vous avez des difficultés, parce que pour vous, en réalité, Mayotte n'est qu'un petit point, un îlot, n'est-ce pas, là-bas en plein océan Indien, et qui vous sert de base stratégique pour bien contrôler, bien voir et vous projeter dans des dimensions géopolitiques que vous êtes obligé, que vous tentez de réduire ces populations à cet état de fait. C'est comme les les Anglais, autant pour moi, se sont comportés avec de Diego Garcia, vous vous souvenez? C'est la même... le même horizon que M. Darmanin et ses amis. On nous dit qu'ils sont de droite, mais ce sont des gens d'extrême droite dans leur attitude. Et essayent, n'est-ce pas, de commencer à mettre en avant en ce qui concerne le futur des Mahorais. Donc, nous disons aux Mahorais qui bénéficient de la nationalité française aujourd'hui de dire attention, faites attention, c'est ce qui se prépare là, ça va être un véritable coup contre vous-même, parce qu'on ne veut pas régler dans le fond des conditions de vie meilleures pour vous-même. On essaie de créer, sortir de ce chapeau
de ces forces racistes-là, un faux problème qui est le fait que votre frère, celui qui est en face de vous, c'est lui qui empêche justement que la France ne puisse agir de manière convenable sur votre propre sol pour vous donner des conditions de vie qui soient au moins égalitaires aux conditions de vie des Français de la métropole. Et ça, c'est, au-delà de l'injustice, c'est une forme d'apartheid, de ségrégation, de racisme qui ne dit pas son nom. Une forme de racisme donc du côté de Mayotte, le droit du sol, on le rappelle, ce dernier permet notamment à un individu d'obtenir la nationalité française du fait notamment d'une naissance ayant eu lieu en France, et ce même quand les parents ne sont pas français. Monsieur Mabadi, Amdali, pour peut-être sortir de ce sujet peut-être en 2 minutes, je tiens vraiment à ce qu'on respecte ce timing-là. 2 minutes seulement, monsieur Nwabali. Vous avez été clair, il ne s'agit évidemment pas de la solution la plus appropriée aujourd'hui à cette crise migratoire qui est évoquée par Gérald Darmanin, ou encore du contexte sécuritaire explosif du côté de Mayotte. Avez-vous l'impression aujourd'hui clairement que le gouvernement français se détourne clairement, on va le dire, des priorités du peuple mahorais en lui brandissant des mesures farfelues comme celle-là? Oui, le bon terme, c'est que c'est des mesures farfelues, y compris du point de vue de l'Hexagone où les gens vont se soulever contre. Je voudrais dire 2 choses sur cette loi. Oui. La première, c'est que la tentative a été faite de remettre en cause donc, le droit du sol en 2005 par le ministre Barouin, et la loi a été retoquée sur la base que depuis 1804, la loi du droit du sol consacre effectivement l'égalité des chances des citoyens qui vivent dans l'espace français pour avoir l'égalité. Donc, la conséquence de ça, c'est 2 petites choses. La première, c'est que c'est une loi d'exception que l'on applique dans une colonie. Donc là, on ne parle même pas de régression. C'est vraiment une colonie au sens de l'empire colonial. Oui. On fait ce qu'on veut dans les colonies. La deuxième des choses, c'est que l'origine, si jamais c'était appliqué, faisons cette hypothèse, ça veut dire qu'on est en train d'appliquer ce qu'on appelle la population de peuplement. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait avoir des origines de l'Hexagone pour être sur un département donné. Ceci est applicable, par exemple, à l'île de la Réunion, où ce n'est pas la majorité qui est d'origine, on va dire, européenne, des Blancs, quoi. La Réunion est dans l'océan Indien, les origines, c'est Madagascar, c'est les Comores, etc. Sauf que, même sans cette loi, il y a quand même une politique d'extrême droite, de propagande qui prône la xénophobie contre les originaires de Madagascar, les originaires des Comores, dont les Mahorais. Et donc, c'est une aberration. Et j'espère que les forces politiques de l'Hexagone en France vont tout faire pour rétorquer parce que là, c'est pas possible. Je pense que c'est impossible de laisser le délire de l'extrême droite jusqu'à ce point-là. Donc, maintenant, vous avez raison de dire que c'est de l'enfumage et que maintenant, ce qui est important, c'est que les Mahorais, comme disait le frère tout à l'heure, les Mahorais doivent prendre conscience que résoudre les problèmes de coexistence pacifique à Mayotte, il ne faut pas attendre l'État français. Il faut aller dans le dialogue et il faut aller vers l'émancipation réelle. Et ça fait partie du travail que nous faisons en tant que CEDISCOM avec nos autres frères et sœurs de l'océan Indien qui sont de plus en plus acquis au concept du panafricanisme. Merci à vous, monsieur Mamadi Amdali. Vous étiez, ou du moins, vous êtes localisé en France, on le rappelle rapidement, vous êtes le coordinateur du CEDISCOM. Il s'agit du collectif
de défense de l'intégrité et de la souveraineté des Comores. Vous ne partez pas, vous restez avec nous, et certainement pour la deuxième thématique consacrée à la situation du côté du Niger avec la fermeture de l'espace aérien, notamment le mano à mano qui se poursuit donc entre le Niger et le Nigeria. Selon bien sûr les informations qui nous parviennent, l'espace aérien du Niger est donc dorénavant fermé, je veux le dire, au vol en provenance ou à destination du Nigeria, comme annoncé notamment dans un document publié par l'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, qui gère notamment des opérations de navigation aérienne pour les États membres. La mesure fait suite notamment à la fermeture similaire par l'Agence de gestion de l'espace aérien du Nigeria, de l'espace nigérian aux vols commerciaux en provenance ou à destination du Niger, conformément notamment aux résolutions de la CEDEAO prises dans le cadre des sanctions illégales, illégitimes, encore inhumaines, prises à l'encontre du Niger au lendemain du coup des révolutions du 26 juillet 2023. Omar Amadou Issoufou, il s'agit donc d'un principe visiblement de réciprocité qui est appliqué. La question qu'on se pose est celle de savoir jusqu'où ira, je ne veux pas parler de bras de fer, mais peut-être de cette escalade observée aujourd'hui clairement entre votre pays, le Niger, et le Nigeria voisin. Aujourd'hui, je pense qu'il n'est secret pour personne depuis le 26 juillet passé, le changement de régime au Niger. Cela a provoqué en tout cas la colère des individus, des uns et des autres, des personnes qui sont au service de l'Occident, bien sûr, plus précisément la France, ont une haine contre le Niger. Parce que c'est à travers la CEDEAO que les frontières ont été fermées pour le Niger. En tout cas, aujourd'hui, si vous analysez la CEDEAO dans ses principes, il n'y a aucun passage où on ordonne de fermer des frontières, c'est-à-dire les relations économiques entre les pays, parce que c'est une communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, bien sûr. C'est juste préserver les économies et aider les Africains et les peuples d'Afrique à s'épanouir, à faire leur commerce, les va-et-vient tranquillement. Cela n'a rien à voir avec qui gouverne, qui dirige, qui est au pouvoir. Mais malgré tout cela, ils ont violé les principes et la loi de cette CEDEAO qu'ils ont déjà pris en otage. Ils ont fermé les frontières. Et aujourd'hui, le Niger doit faire la même chose, c'est la réciprocité. Le Niger doit fermer les frontières tout simplement parce que nous avons une force étrangère toujours en attente qui essaie par tous les moyens d'essayer d'atteindre, en tout cas, le cerveau de la révolution et le cerveau du changement. Le cerveau du changement, c'est le peuple du Niger. Le cerveau de la révolution, c'est le peuple du Niger. Et aujourd'hui, ils vont faire coûte que coûte pour nuire au devenir du peuple du Niger. Ils ont des problèmes avec aujourd'hui le régime du CNSP. Tout simplement, ce n'est pas parce qu'ils aiment Bazoum, mais parce qu'ils aiment eux-mêmes défendre les intérêts de la France. La France qui tâtonne aujourd'hui de gauche à droite, elle n'a plus de revenus, elle n'a plus de puits de pétrole, elle n'a plus de puits d'or où aller puiser pour faire survivre et faire vivre, comment on appelle ça, politique. Parce qu'en France, même tout ce qu'ils veulent, ce n'est pas pour les Français, c'est pour la politique française, c'est pour des sectes sataniques. Et nous avons pris notre responsabilité à travers les dirigeants actuels du Niger. Nous avons fermé la frontière. Et avant-hier, vous l'avez vu, le ministre allemand qui était au Nigeria, il voulait passer par le Niger, mais cela n'était pas possible. Parce que nous ne provoquons personne, mais nous ne pouvons pas revenir. Le CNSP, croyez-moi, ne vont jamais revenir à l'ouverture des frontières tant que c'est le même gouvernement qui opère et qui exerce au Nigeria. Parce qu'il y a des forces en attente au Bénin, au Nigeria et dans une partie du Tchad. Nous avons des forces en attente pour attaquer un peuple. Tout simplement, le peuple a décidé de prendre sa responsabilité. Mais nous sommes dans quel pays? Les Nations Unies, les États-Unis, toute l'Union européenne doit comprendre aujourd'hui que travailler avec la France, c'est une perte. Travailler avec la France aujourd'hui, c'est une malchance. Et nous ne sommes pas en bras de fer avec le Nigeria. Le Nigeria a tant besoin de nous, plus que tout. Parce qu'au Niger, toute la richesse nigériane passe par chez nous. Et tout ce qu'ils envoient de l'étranger, de chez eux, vient de chez nous, vient vers chez nous. C'est nous qui avons le pouvoir d'achat, en tout cas pour acheter. C'est nous qui allons acheter. Pourquoi aujourd'hui, nous qui sommes des États voisins, des frères, pourquoi nous allons prendre des sanctions qui n'existent nulle part
dans aucun texte et les appliquer contre nos peuples. Ça, c'est impossible. Même si je suis contre le CNSP en étant président du Nigeria, au gouvernement du Nigeria, je vais quand même réfléchir. Pour le bien-être, ça n'a rien à voir à impacter l'économie. Parce que c'est les gens qui souffrent. Aujourd'hui, nous souffrons au Niger. Mais je vous rassure, le Nigeria souffre 4 fois plus que le Niger. Ils ont des choses qui pourrissent là-bas. Alors, qui gagne dans cette guerre? Qui gagne dans cette guerre finalement? Personne. Nous deux, quand même, personne ne gagne. C'est la France qui tire profit. Quel est le profit de la France? Affaiblir les États, affaiblir les peuples, diviser les peuples, comme ils l'ont fait tout de suite. Vous voyez les îles de Comores. Les îles de Comores doivent être unies. Toutes ces îles-là, les îles-là doivent être unies, solidaires, un et indivisibles. Et la France a mal de voir des peuples qui prennent leur destin en main. Pourquoi? Pourquoi tout cela? Donc, rassurez-vous, le bras de fer entre le Niger et le Nigeria n'existe pas. Nos peuples sont des frères. Nos peuples, aujourd'hui, notre armée a maintenu l'ordre. Il a passé tout le temps à maintenir l'ordre sur le territoire nigérian. Jusqu'à Maiduguri, c'était l'armée nigérienne qui mettait de l'ordre face à Boko Haram. L'armée nigériane, elle était absente. Mais aujourd'hui, fermer les frontières, c'est vraiment une très bonne décision et une décision bien réfléchie par nos autorités. Pas pour faire du mal au Nigeria ou au peuple nigérien, mais pour en tout cas prévenir la France de ces manigances que ça ne va pas cette fois-ci fonctionner dans nos pays. Et nous allons nous battre du Sahel jusqu'aux îles de Comores. Nous allons unir l'Afrique. Nous allons nous battre et défendre les intérêts des Africains. Ça, nous allons le faire. Et nous ne sommes en guerre contre personne. C'est la France qui est en guerre contre nous et elle va perdre. Toutes les personnes qui sont des pions de la France vont en tout cas mal regretter leur position vis-à-vis de l'avenir de l'Afrique. Voilà ce que j'ai à dire pour un début. Merci. Omar Amadou Issoufou, est-il justifié ce principe de réciprocité? Patient parfait d'homme, vous avez suivi la réaction d'Omar Issoufou qui parle d'une mesure nécessaire compte tenu du contexte actuel qui prévaut, notamment au sein, je ne veux pas me limiter au sein de l'espace ouest africain, mais nous le savons, c'est le Niger, le Mali, le Burkina Faso n'en font plus partie, parlant justement de la CEDEAO. Est-ce que vous trouvez justement cette mesure de réciprocité, celle qui vise notamment à fermer l'espace aérien nigérien au vol opéré depuis ouvert le Nigeria? Mais, mon ami Issoufou vient de faire une très belle analyse, démonstration d'abord, et c'est ce qui est très intéressant sur ce sujet-là, c'est de dire qu'au-delà des hégémons qui sont la tête de ces États au niveau de la CEDEAO, il y a aussi la question des peuples. Oui. Et les peuples, eux, qui soient du côté du Niger, qui soient du côté du Nigeria, et je suis d'accord avec lui, on a vu les forces nigériennes, dans le cas de la force mixte qui combattait Boko Haram, rentrer à l'intérieur du Nigeria pour aider le Nigeria justement à endiguer les velléités de semer le chaos partout de cette hydre-là. Il y a des soldats nigériens qui sont morts, n'est-ce pas, au Nigeria. Donc, on ne peut pas comprendre aujourd'hui que sur le fallacieux prétexte d'appliquer des prétendues sanctions de la CEDEAO, que le Nigeria soit à la tête de sanctions aussi idiotes comme celle de bloquer l'espace aérien du Nigeria aux aéronefs qui vont... En provenance ou alors qui partent, n'est-ce pas, du côté du Niger. C'est d'une imbécilité hors norme. Donc, nous sommes là dans une réciprocité de la part du Niger. Le Niger a voulu faire comprendre au Nigeria que si vous continuez à maintenir ces sanctions idiotes et contre-productives contre notre peuple et contre nous-mêmes, sachez que nous aussi, nous avons des mesures, des capacités de rétorsion et nous pensons que c'est vous qui aurez le plus mal à assumer, au moins sur ce volet-là de la navigation aérienne, les conséquences qui pourront en découler. Parce que vous savez pertinemment, si vous voulez partir de Nigeria pour l'Europe, vous êtes fatalement obligé de passer par le Niger ou bien par le Mali, mais surtout le Niger, parlant du Nigeria. Or, si cet espace aérien vous est fermé, vous voyez le grand détour que vous êtes obligé de faire, soit par le Tchad, et pour aboutir, je crois, en Libye, peut-être en Algérie après, c'est un détour qui est très important. Mais même au niveau, n'est-ce pas, de votre propre prestige, voir un avion
qui transportait un ministre allemand être refoulé de l'espace aérien nigérien. C'est une véritable gifle, n'est-ce pas, que le Niger a asséné là au Nigeria, et ça pose d'autres types de problèmes. Mais au-delà de tout, ce qui est important, ce sont des peuples. Et comme l'a dit notre ami Issoufou, les peuples nigériens et les peuples nigérians sont des peuples frères. Avant tout. Il ne faut pas perdre cela de vue aujourd'hui. Absolument, absolument. C'est les peuples qui ont eu l'habitude de commercer ensemble. C'est les peuples qui ont eu l'habitude d'avoir des trafics et, n'est-ce pas, des relations, même au-delà de l'aspect économique, qui sont très, très importantes. Vouloir aujourd'hui créer ce schisme-là, n'est-ce pas, ce hiatus entre ces deux peuples sur la base de la fermeture des frontières, c'est assassin. C'est trop grave comme décision à prendre. C'est même irresponsable à la limite, parce que vous allez créer des situations terribles. Il n'y a pas que des marchandises qui pourrissent des deux côtés, il n'y a pas que le commerce qui va en prendre un coup, mais même les relations séculaires entre des peuples des deux frontières, des deux côtés de cette frontière-là, c'est quelque chose de catastrophique pour ceux qui continuent de nous parler de l'intégration sous-régionale et qui ont des comportements arrêtés qui divisent et qui n'intègrent pas sur le plan régional les populations, les peuples, donc qui ne peuvent pas produire en réalité par le biais de cette économie transfrontalière-là, des capacités. Mais là, clairement, les relations sont tendues. Patient Parfum d'Homme, on fait quoi dans un contexte pareil? Le Niger qui ferme son espace aérien à tous les vols en provenance, ou alors allant du côté du Niger, le Niger qui en fait de même, dans un contexte, celui que nous connaissons tous, on fait quoi si on ne veut pas opposer les peuples nigériens et nigérians? Non, n'oublions pas que les premières décisions ne viennent pas du côté du Niger, mais plutôt du Nigérien. C'est tout simplement une espèce de droit de réponse que le Niger leur a opposé. Je crois que maintenant, du côté des Nigériens, les gens vont réfléchir par deux fois pour continuer à maintenir ces sanctions illégales et illégitimes qui impacteront certainement d'abord le Nigérien qui ne tient pas sa position de première économie africaine uniquement par des efforts endogènes. Elle tient aussi cette position par le fait que ce soit sur le plan de l'industrie manufacturière, ils ont des pays comme le Niger, le Cameroun et d'autres pays frontaliers, le Bénin, comme débouchés, n'est-ce pas, de leur production industrielle. Leur production à la fois, mais aussi les échanges. Du point de vue agricole et pastoral, on sait très bien que les pays comme le Mali, comme le Niger, vendent beaucoup, n'est-ce pas, des bœufs, des moutons, des choses comme ça. Même l'industrie cotonnière, dont on n'en parle pas beaucoup, dont il y a un trafic qui existe entre le Bénin et le Mali, entre le Niger et le Nigeria, on le voit très bien. Donc il y a beaucoup d'enjeux dans ces décisions prises à l'emporte-pièce par les dirigeants qui, à mon sens, ne prennent pas en compte cette dimension à la fois sociale, à la fois culturelle, mais surtout économique pour le peuple de ces deux pays-là. Donc il fallait agir pour dire au Nigeria, c'est un proverbe africain qui le dit, quand vous dansez avec un aveugle, de temps en temps, il faut le piétiner pour qu'il comprenne qu'il n'est pas le seul sur l'arène. Donc je crois que c'est cette mesure-là que le Niger a prise pour que le Nigeria essaie de comprendre que, bon, s'il continue de s'entêter dans cette violence qu'ils essaient d'imposer au Niger par le biais de ces fausses sanctions, à la fois, je vous ai dit, illégales et légitimes, alors qu'ils sachent que le Niger ne se laissera pas compter et elle sera aussi en mesure d'appliquer la solution, n'est-ce pas, de retour de la manivelle, et puis on verra qui va se sentir le plus impacté par ces mesures-là. Mais nous continuons de crier sur ce plateau en disant à ces décideurs, attention, au-delà du fait que vous voulez plaire à vos amis qui sont tapés à l'Occident et qui veulent absolument tordre le bras, n'est-ce pas, au courage des États de l'AES, n'oubliez pas qu'il y a quand même des peuples des deux côtés de la frontière, il y a une économie, n'est-ce pas, transfrontalière, il y a des intégrations
au niveau de ces différents pays qui sont déjà très avancés et dont vos résolutions et vos décisions vont plutôt amener à une reculade par rapport à cette avancée qui était constatée et qui était en réalité appréciée par plus d'un sur le continent africain, même dans le monde. Voilà, merci à vous, patient parfum d'homme. Omar Amadou Issoufou, en 2 minutes avant de sortir de l'émission, à quoi peut-on réellement, ou du moins à quoi doit-on s'attendre dans les tout prochains jours, parlant justement de ces relations de coopération, pas toujours au beau fixe entre votre pays, le Niger, et le Nigeria voisin. Dans votre prise de parole sur le sujet, vous avez dit qu'il faut tout faire pour éviter aujourd'hui d'opposer les peuples nigérians et nigériens. À quoi doit-on s'attendre dans les tout prochains jours? Moi, quand même, c'est que je pense, et nous allons toujours garder ce sens de fraternité que nous avons entre nous, les deux peuples, parce que le peuple du Niger et le peuple du Nigeria, nous sommes un seul peuple avec donc 2 pays différents. Et nous allons œuvrer pour que la sensibilisation passe vraiment au plus profond entre les peuples, parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons, ce que nous constatons, c'est une force extérieure qui impose sa politique à ces dirigeants nigériens, d'ailleurs qui sont impopulaires, de prendre des décisions unilatéralement pour nuire à leur peuple. Et nous ne serons pas, en tout cas, dans leur posture et dans leur position afin de diviser les peuples ou s'attaquer les uns aux autres. Nous allons œuvrer pour que le peuple du Niger arrive à avoir l'autosuffisance alimentaire, à avoir encore une opportunité, vu que déjà nous l'avons, et nous avons des opportunités de faire du commerce de tous les côtés, mais nous allons continuer de garder ces relations économiques entre nos frères du Nigeria, même que les frontières terrestres et aériennes sont fermées. Niger, Nigeria, c'est un seul peuple. Et nous allons essayer de négocier diplomatiquement avec les chefs, parce qu'aujourd'hui au Nigeria, les personnes qui pèsent plus, ce n'est pas le gouvernement de Tinubu qui dort là, qui est au service, mais il y a des chefs coutumiers, des personnes valeureuses qui sont, en tout cas, des personnes valeureuses plutôt qui sont, comment on appelle, au Nigeria, qui connaissent la réalité et qui connaissent l'histoire entre le Niger et le Nigeria. On va essayer de toucher au maximum pour que cette situation soit réglée dans l'intérêt général des deux peuples. Ce n'est pas seulement pour le peuple du Niger. Et s'ils veulent continuer, sanctionner eux, de leur côté, ils n'ont qu'à rester. Mais les relations entre le Niger et le Nigeria, ce qui concerne nos deux peuples, rien ne change. Voilà, merci. Merci à vous, Omar Amadou Issoufou. Je rappelle que vous êtes nigérian, vous êtes surtout activiste panafricain, actuellement du côté du Caire en Égypte. Merci à vous pour votre expertise ce soir dans le cadre de cette émission de Point sur l'actualité. Merci également à vous, Mamadi Amdali. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du CIDISCOM, le collectif de défense de l'intégrité et de la souveraineté des Comores, localisé du côté de Paris. Merci à vous d'avoir été également à nos côtés ce soir, tout comme le doyen patient parfait d'homme présent, l'inamovible. Patient parfait d'homme, une fois de plus, à nos côtés. Merci à vous, doyen. Merci à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs, auditeurs, pour ceux qui nous prennent également en relais sur la 96.3 FM. Restez de notre programme se poursuivre sur For You Media Africa.